Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 4ème journée du top 14, saison 2024-2025. Bon, vous connaissez à comprendre le concept, je vais commencer par Clermont-Perpignan. Bon déjà, ce qu'il y a à noter, c'est clairement une envie débordante de la part de Perpignan sur ce match. Bon après, cette envie, elle a été un petit peu contrastée avec notamment la perte de 3 joueurs importants, à savoir Tulagi, Van Tonder et McIntyre. Et c'est dommage parce que sinon la copie elle est presque parfaite. Cette énergie est notamment la cause de nombreux ballons tombés du côté de Clermont et j'ai jamais vu une équipe de Clermont aussi fébrile offensivement, en tout cas techniquement quoi. Si on combine en plus avec une touche qui était vraiment catastrophique, même en essayant de varier un peu, Clermont avait aucun ballon propre pour jouer. Et ce que je disais par rapport aux fautes commises, des fautes de main commises par la SM, ça a été notamment décisif sur les 10-15 premières minutes de la seconde période. Parce qu'en effet, pendant ce temps, Clermont était plutôt dominant et retrouvait de l'avancée après une première mi-temps un peu terne, mais il y avait toujours une petite faute qui venait gâcher les occasions et qui redonnait des ballons à Perpignan, et c'est notamment à cause de ça qu'ils encaissent l'essai de Jefferson Lee Joseph. Du côté de l'USAP, comme je l'ai dit, ils ont eu une énergie débordante, notamment au niveau des rucks où ils ont chacaillé tout le temps Clermont, ils ont récupéré énormément de ballons sur des contre-rucks, ou alors ils mettaient à la faute les Clermontois. Ce qui fait que les Clermontois étaient bien indisciplinés et que grâce à ça, Clermont pouvait soit marquer des pénalités, soit aller s'installer dans le camp de la SM et marquer des essais, et ce qui a été fait pendant tout le match. Il est temps de parler du multi-rugby avec Lyon-Castres. Bon, c'était un match vraiment plaisant à regarder, en même temps il y a un score un peu super rugby avec 40-38 pour Lyon, mais j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de déchets techniques. J'ai fait une petite liste et je vais vous la donner. Il y a d'abord un renvoi où Mbadiang part devant en première mi-temps. Après, il y a un renvoi de Berdeux qui est trop court. Il y a plusieurs touches qui n'ont pas été trouvées. Il y a aussi par exemple Couillou qui ne touche pas le ballon pour jouer une pénalité rapidement à 5 mètres de la ligne dans le but de Castres. Enfin voilà, c'est plein de petits déchets que normalement tu vois pas ou très très peu en top 14. En plus, les défenses des deux côtés ont été aux abois. Ça s'est vu d'entrée avec notamment les deux premiers ballons de Lyon où il y a des franchissements nets et une première action où il y a un essai de Dumortier qui est refusé à juste titre. Et donc les deux défenses étaient pareilles et ça fait qu'il y a un match totalement débridé et basé sur l'offensive pure. Mais là où je pense que Castres s'est trompé, c'est que notamment avec la rentrée de Léoné Nakarawa, ils ont voulu trop jouer debout et passer le ballon après contact, ce qui fait qu'ils perdaient énormément de ballons parce que c'était des passes compliquées et donc c'est la passe de trop quoi. Et c'est dommage parce que le score a été toujours serré. En tout cas, Castres n'a jamais été trop distancé et ils finissent à 2 points. Et s'il y avait une action où ils avaient peut-être plus temporisé et ils avaient du coup mis à la faute Lyon ou marqué un essai, clairement ils gagnaient quoi. Et ça a pu créer peut-être une frustration du côté de Castres qui amène sûrement la dernière bagarre générale du match. D'ailleurs, c'est un peu moche, mais bon, ça fait aussi partie du rugby. Il n'y a pas eu d'échange de coups, c'est pas très grave. Enfin bref, maintenant, allons du côté de Créteil où le Racing recevait La Rochelle. Bon, clairement, c'était pas un match très agréable à voir, mais j'ai surtout remarqué qu'en première mi-temps, il y a deux équipes un peu similaires au niveau de la stérilité offensive. Déjà, ils n'ont pas eu énormément de ballons d'attaque avec des envies d'extérieur. Mais surtout, j'ai remarqué qu'il y a 3 occasions de chaque côté qui n'ont pas été inscrites. D'abord, les Rochelais sur les 20-25 premières minutes qui monopolisent le ballon et qui ont d'abord cet essai refusé à Leeds, logiquement parce qu'il y a touche, cette action d'essai avec Noël qui n'arrive pas à capter le ballon sur un jeu au pied d'Astoy, et après ce petit par-dessus de Bergeon, où bon là c'est peut-être une occasion un peu moins franche. Bref, ça fait 3 actions où ils peuvent marquer, et surtout se distancer du Racing, mais au-delà de ça, ils marquent 3 points à chaque fois, ça fait 9 au lieu de 21 potentiels. Le Racing, en fin de deuxième période, s'est un peu réveillé, et comme je disais, a eu lui aussi 3 occasions. Il y a d'abord 2 occasions pour Max Spring, avec un en avant d'Arundel et un en avant de Max Spring au moment de marquer, et cette action de Will Rollins, où le ballon est enterré dans l'embut. Et d'ailleurs, je trouve que le Racing a été un peu con sur cette dernière action, parce que, pour moi, ils auraient dû prendre les points plutôt que de jouer à la main. En effet, ils revenaient à 9-9 à la mi-temps, tout était à faire en seconde, alors que là, ils perdent que d'un point au score final, et une pénalité en plus, vous n'avez pas besoin d'être mathématicien pour comprendre, ils gagnaient. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, je comprends pas comment le Racing perd, parce qu'ils dominaient, et s'étaient clairement remis la tête à l'endroit, mais bon, en 6 minutes, ils ont pris du coup les 8 points, ils les ont fait perdre. À savoir d'abord l'essai de Wardy, bon ça peut arriver parce que La Rochelle pilonnait depuis un petit moment. Mais après, par contre, 2 fautes grossières et 2 fautes bêtes qui permettent à La Rochelle d'inscrire cette dernière pénalité par l'intermédiaire d'Iri Barren et donc de gagner le match. Et d'ailleurs, pourquoi Farrell fait un renvoi assez long derrière? Enfin, normalement, le but c'est de faire un renvoi court et de le contester. Enfin, je comprends pas, et le Racing, ça se voit qu'il manque de vrais leaders
pour remettre un peu de lucidité à tout le monde et dans l'énergie. Troisième match de ce multi-rugby, c'était Bayonne qui recevait Montpellier. Bon, c'est toujours le même scénario avec un Bayonne qui gagne à la fin. Bon, Bayonne a fait une grosse entame, mais après, en début de seconde période, ils ont eu un gros trou d'air, notamment au niveau défensif, avec des errements assez énormes qui ont permis à Montpellier de percer 2 fois et de marquer 2 fois et revenir à un point. Et pour Bayonne, heureusement que les avants ont fait le boulot en fin de match pour permettre à Makala de marquer l'essai de la victoire, parce que clairement, sur la dynamique, c'était Montpellier qui était bien plus régulier que Bayonne. J'ai dit les avants, mais il faut aussi parler de la paire de centre de Bayonne, à savoir Martok et Makala, qui fonctionnent très bien. On a un joueur plutôt plaqueur et régulateur, et l'autre plus fantasque et gratteur, donc ça fonctionne parfaitement. Du côté de Montpellier, le problème, c'est qu'il y a une irrégularité très criante, quoi, et caractéristique de ce club. Ils font un bon match à Perpignan, après ils font un match fantomatique face à Toulouse, là ils font une première mi-temps dans la continuité de ce match face à Toulouse, et après, ils marquent 27 points en seconde. Il y avait 15-0 à la mi-temps, ils marquent 27 points ensuite. Et pourtant, ils arrivent à perdre le match à la fin sur le dernier essai de Makala. En fait, il faut vraiment plus de constance à Montpellier s'ils veulent retrouver de la confiance et pouvoir potentiellement jouer une qualification plutôt que le maintien. Parce que là, c'est pas possible d'avoir 2 mi-temps aux opposés. Il est temps maintenant de parler du dernier match de ce multiplex, à savoir Toulon-Vannes. Bon, en première mi-temps, je dirais que c'est à peu près le même scénario que Racing La Rochelle, c'est-à-dire une équipe qui domine les 20 premières minutes et l'autre les 20 suivantes. C'est d'abord Toulon qui a marqué par 2 fois et assez logiquement en s'appuyant sur ses gros, vu qu'il y a eu un essai sur Moll et un essai à la suite de Pick and Go. Puis ensuite, c'est Vannes, dans un autre style, qui s'est beaucoup servi des cellules pivot, c'est-à-dire qu'elle concentrait la défense, elle la resserrait pour donner au 10 dans le dos, et qui faisait des longues sautées sur les extérieurs où il y avait des décalages. Et c'est comme ça que les essais de Moukoro et de Camus ont pu être inscrits. Et Vannes a vraiment tenu, il menait même 14-19 à un moment, mais pour moi, le vrai tournant du match, c'est cette séquence à la 57e où Philippe Quitté est finalement retourné dans l'en-but par les Toulonnais. En fait, il y avait pénalité pour Vannes et Vannes était mené 21-19. Il y avait pénalité en face des poteaux et au lieu de prendre les points et d'avoir 21-22, il décide donc de s'imposer une séquence de pick and go pour aller marquer et au final ça donnera rien. En plus, ils se sont vraiment épuisés sur cette séquence et c'est pour moi la cause du craquage sur les 15 dernières minutes. En plus, derrière, on a eu un changement de stratégie chez les Toulonnais, c'est-à-dire qu'ils jouaient un peu moins sur les gros et plus sur de la vitesse, sur du jeu debout et sur les extérieurs, notamment dû à l'entrée de Baptiste Serin. Et donc, la fatigue d'Evanté plus l'entrée de Serin de l'autre, ça faisait que Toulon a marqué énormément d'essais et a pu choper le bonus offensif sur les 15 dernières minutes. Le score, il est sévère, mais il est logique parce que le top 14, ça pardonne pas, et des erreurs stratégiques comme ça, forcément ça coûte cher. Je dis pas que Vannes aurait gagné le match s'ils avaient pris les points, mais peut-être qu'ils se seraient moins épuisés et que le score aurait été moins grand. Le dernier match du samedi soir, c'était Pau qui recevait le Stade Français. Bon, pour moi, c'est vraiment les gros de la section paloise qui ont décidé de l'issue du match. Et là, un peu comme Montpellier, on a eu un Stade Français à 2 visages. En première mi-temps, c'était vraiment cohérent ce qu'ils proposaient, puis en seconde période, plus rien. Ils sont passés de 3 à 13 à la mi-temps à 30 à 16 en seconde mi-temps. C'est-à-dire que Pau a marqué 27 points en seconde mi-temps, tout comme Montpellier d'ailleurs. Tout simplement parce que la section paloise a compris qu'il fallait épuiser le paquet d'avant du Stade Français qui est moins dominant que les autres saisons avant de pouvoir écarter sur ses extérieurs. On a par exemple l'essai de Gailleton où c'est totalement ça. Et c'est d'ailleurs celui qui relance la section paloise dans ce match. Bon, après, on a eu une défense du Stade Français qui a été beaucoup trop attentiste aussi. Je veux dire, les essais de Gorgadze et de Simons, en temps normal, peut-être qu'ils marquent sur des temps de jeu suivants, mais tu les prends pas aussi facilement. En plus, le Stade Français, ils ont commencé à enchaîner les fautes d'indiscipline, notamment avec un carton jaune pour Pierre Huguet. On a eu aussi des jeux au pied direct de Zach Henry. Enfin bref, il n'y avait plus rien qui allait en seconde période. Ils se sont totalement écroulés. Et le dernier aspect de la victoire paloise, c'était clairement la conquête. Alors, du côté de Pau, elle n'a pas été parfaite, loin de là, mais elle était quand même plus rassurante que celle du Stade Français, qui, je trouve, régresse énormément par rapport à la saison dernière. Il est temps maintenant de parler du meilleur match de cette année, et je pèse mes mots, à savoir Toulouse-Union Bordeaux-Bègles. Déjà, c'est un match avec une énorme intensité où les deux équipes auraient pu gagner. Franchement, si Toulouse gagnait le match à la fin, il n'y aurait rien eu à dire non plus. Il y a eu 41 minutes de temps de jeu effectif, c'est totalement énorme. Franchement, les deux équipes se sont surpassées. Ça se voit pas au score final, mais c'était clairement un match où ça envoyait du jeu tout le temps. Ce qui fait gagner le bébé, c'est clairement sa défense. Le Stade Toulousain a eu beaucoup plus de possession, notamment en seconde période, mais a été trop stérile face à une défense en fait qui faisait commettre des fautes à Toulouse. D'ailleurs, j'ai bien aimé leur technique de défense, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'avec la ligne de 3/4 toulousaine, ils allaient reculer et prendre des mètres dans la gueule, donc ils acceptaient de reculer,
mais en tout cas sur la longueur, pas trop sur la largeur. Et ça que j'aimais bien, c'était une défense intelligente, parce qu'en fait, du coup, ça faisait qu'ils s'épuisaient pas, les gros juste se replaçaient en reculant, et ça allait. Ils attendaient juste que Toulouse commette des fautes. C'est un peu une défense Sevens dans l'idée, quoi. Après, ce qui va un peu en lien avec la défense, c'est clairement la bataille dans les rucks. Les Bordelais ont eu tous les rucks pour eux. C'est-à-dire que même quand Toulouse avait le ballon, c'était les Bordelais qui mettaient la pression sur les Toulousains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon après, ça leur a fait commettre pas mal de pénalités, notamment le premier carton jaune d'Hugo Boniface, et puis après ils ont eu plus de 12 pénalités il me semble. Du côté de Toulouse, pourquoi ils ont perdu? Parce qu'ils ont commis beaucoup trop d'en avant. Et ça, c'est inhabituel chez le Stade Toulousain. Du coup, il y a beaucoup d'occasions, en tout cas d'avancées qui ont été annihilées et qui n'ont jamais permis à Toulouse de revenir dans le match. Et derrière, normalement, Toulouse n'aurait jamais dû revenir dans ce match avec ce tournant, en tout cas cette action qui aurait pu être un tournant, laissée refuser à Enzo Rebier. Alors oui, il y a touche, là je conteste absolument pas ça. Ce que je vais retenir, c'est la mauvaise course de Biel Biarré. Alors, il fait un match énorme, mais là, sur ça, il s'est un peu trompé. En effet, en fait, il fixe pas assez Ntamak, parce que quand il fait la passe, il est encore à 2 mètres de Ntamak qui a le temps de contrôler sa défense et de glisser après. Et Ntamak, c'est pas non plus le plus lent, donc il rattrape Rebier qui va en touche. Pour moi, il y avait deux choix à faire. Soit il fixait plus Ntamak et il donnait à Rebier et il y avait essai, soit il faisait une feinte de passe crochet intérieur et il y allait tout seul. Mais là, le problème, c'est qu'il a donné trop tôt, et comme je l'ai dit, Ntamak a pu contrôler sa défense. Et c'est dommage pour Toulouse, parce qu'en plus, en conquête, ils ont été pas mauvais. Bon, la mêlée, ça a été kiff-kiff, mais en tout cas, en touche, ils ont souvent perturbé l'alignement bordelais, sans voler énormément de ballons non plus, mais en tout cas, c'est des lancements de jeu qui n'étaient pas forcément très propres à chaque fois pour les Girondins. Il est temps maintenant de parler des tops et flops. En top, bon, on va continuer sur ce match avec Yoram Moefana. Alors, c'est pas celui qui a été le plus en vue, beaucoup auraient mis Biel Biarré, mais j'ai trouvé que si l'UBB a été autant dans l'avancée, c'est grâce à lui et son jeu assez créatif. Et je trouve que le poste de numéro 13, ça lui colle parfaitement à la peau. Je continuerai avec Beka Gorgadze, le troisième palois, a fait un match énorme dans les percussions où il a été souvent dans l'avancée et dans le combat. Enfin franchement, il y a juste une pénalité pour lui, mais en vrai, vu tout ce qu'il a abattu, c'est pas grave. Enfin, le dernier top, c'est Semir Radradra, qui a eu une activité débordante et un peu comme Moefana, ça a été un créatif. Il a souvent porté le ballon avec des passes après contact ou des crochets permettant de créer des décalages. Et aussi, on l'a vu en second rideau, et ça, c'est un peu plus étonnant de la part du numéro 12. En flop, maintenant, j'ai parlé de Benjamin Urdapilleta, qui fait une très mauvaise rentrée et qui notamment offre cet essai à Jefferson Lee Joseph. On continue avec Arundel qui fait d'abord 2 coups de pied directement en touche alors que le Racing était dans l'avancée et 2 en avant grossiers dont un qui coûte un essai à Max Spring. Et enfin, le dernier flop, c'est sévère, mais c'est Jean-Baptiste Gros. Tout simplement parce que c'est un geste inutile, c'est un excès d'engagement. Surtout que c'est dommage parce que je trouvais qu'il faisait une bonne rentrée dans le jeu et en mêlée. Mais du coup, il se fait sanctionner. Et en plus, il y avait action d'essai pour les Toulonnais. Pour ce qui est du classement, je vous le mets là. On a d'abord 3 leaders, à savoir Bordeaux, Toulouse et Toulon. On a les clubs parisiens qui sont en souffrance, le Racing et Stade Français, respectivement 12 et 13e. Et avec Vannes qui est dernier, mais qui, franchement, n'est pas décroché pour le moment. Au niveau des pronos, alors d'abord, nous avons un Vannes Racing 92. Et je pense que les Bretons vont gagner les Racingmen qui manquent de stabilité. Stade Français Montpellier, c'est une confrontation entre 2 clubs en grande souffrance. Et je pense que les Parisiens vont gagner les Montpelliérains. La Rochelle-Lyon, pareil, je vois La Rochelle à domicile battre les Lyonnais. Bordeaux-Bègles-Bayonne, je vois l'UBB avec un bonus offensif. Perpignan-Pau, alors là c'est un match très intéressant parce que les Perpignans se sont réveillés. Mais les Palois montrent de belles choses, notamment à domicile. Je pense que je vais prendre le pari de mettre la section paloise. Castres-Toulouse. Je pense que Toulouse va faire un peu tourner. On a vu que notamment Ntamak et Capozzo étaient laissés au repos. Donc je dirais Castres. Et enfin, Clermont-Toulon. Je vais aller sur le rugby club toulonnais. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Mettre un pouce bleu et écrire un commentaire m'aide aussi grandement. Donc n'hésitez pas à le faire. Bref, merci d'avoir regardé. C'était Borichon. Ciao, ciao.